Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Psy Boulot, le podcast qui éclaire les coulisses du boulot. Je suis Marie-Claire Valentini, dirigeante et DRH. Je partage avec vous et mes invités mes interrogations et réflexions sur le monde professionnel. C'est après avoir étudié la psycho que j'ai eu envie de créer Psy Boulot, un podcast qui décrypte les comportements humains et les dynamiques en entreprise. Ici, pas de pensée magique, pas de recette unique. Je vous donne rendez-vous à chaque épisode pour un nouveau défi du monde du travail. Hello, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Laurent Rumford. Et oui, he's back. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va aborder un sujet on ne peut plus sérieux, le harcèlement. Dans mon métier, c'est évidemment un sujet brûlant et j'ai donc pas mal de questions à lui poser. Bonjour Laurent. Bonjour Marie-Claire. Alors, je propose qu'on commence par le B à bas, c'est-à-dire que vraiment on pose le décor. Désolée pour les initiés, mais ça me semble hyper important. Donc première question, c'est quoi une vraie situation de harcèlement moral et ou sexuel ? C'est un peu la question de la définition, quoi. Oui, alors on va commencer par une définition basée sur l'étymologie du mot qui me paraît quand même importante parce qu'elle intègre les deux principales dimensions du harcèlement. La première, c'est l'étymologie qui renvoie au verbe herser, donc passer la herse, qui est une technique agricole qui consiste à passer une grille avec des pointes sur un champ de façon à réguler complètement le champ et à détruire les mottes de façon à ce que il y a aucune différence et que le champ soit complètement uniforme. Et la deuxième définition, la deuxième source étymologique, c'est harceler, ça veut dire frapper de manière répétitive. Ensuite, avant d'aborder le harcèlement spécifiquement dans le cadre du travail, il faut se souvenir que c'est une problématique qui est purement sociale. Donc, on la trouve dans d'autres contextes. Et pour ça, je voudrais juste rappeler la définition d'Ariane Biran, qui me paraît très éclairante. Ariane Biran, qui est une psychologue, docteur en psychopathologie et philosophe. Elle dit « Le harcèlement vise la destruction progressive d'un individu ou d'un groupe par un autre individu ou groupe au moyen de pressions réitérées destinées à obtenir de force de l'individu quelque chose contre son gré, et ce faisant, à susciter et entretenir chez lui un état de terreur. » Là, on a une définition générale qui me semble très juste. Ensuite, on trouvera tout un tas de définitions dans le champ de la psychologie du travail, mais il y en a une qui me paraît importante à reprendre parce qu'elle met l'accent sur la dimension sociale. C'est celle de Christophe Dejour, qui est psychiatre et psychanalyste, et qui parle de pathologie consécutive non seulement à un harcèlement ou à une persécution, mais à un contexte de solitude résultant d'une stratégie d'isolement par une technique de management visant la désagrégation de la solidarité et du collectif de travail. Et cette définition est fondamentale pour moi parce qu'elle rappelle bien, encore une fois, la dimension sociale. Le harcèlement, ça a une visée de destruction, mais ça a surtout une visée sociale, sur un ensemble, sur un groupe. Ok, on va y revenir alors ensuite. Est-ce que tu veux bien nous refaire une distinction, même si elle semble évidente, mais quand même, parce que quand on a préparé l'entretien, tu avais expliqué quelque chose entre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Il y avait une imbrication, il me semble. Alors d'abord, le harcèlement apparaît lorsque la violence physique n'est plus possible. Si je peux plus frapper quelqu'un, si je peux plus user de ma force physique, il va falloir que je trouve une autre stratégie pour exercer une influence, négative évidemment, et je vais basculer vers le harcèlement. Donc de la même manière qu'il y a la violence physique, il y a la violence physique à caractère sexuel. Ok. Donc comme pour la violence, dans le harcèlement, vous avez différentes modalités. Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Mais le harcèlement sexuel implique nécessairement du harcèlement moral. C'est juste une modalité supplémentaire, une dimension sexuelle supplémentaire à la démarche de harcèlement. Alors, le harcèlement, en plus, je peux en témoigner dans mon métier, c'est quelque chose qui est très souvent, et nous qui sommes DRH ou dirigeants, on en parle beaucoup sous l'angle juridique, on en parle beaucoup même sous la partie médiatique, mais on en parle assez peu sous l'angle psychologique. Pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre les mécanismes psychologiques qui sous-tendent ces situations ? C'est fondamental parce que le harcèlement apparaît pas n'importe où, n'importe quand. Donc si on prend pas le temps d'aller creuser à ce qui se passe avant, ou l'environnement dans lequel ça se développe, on peut résoudre une situation qui s'apparente à du harcèlement en virant le harceleur ou par un autre moyen. Mais
les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a de grandes chances qu'une autre situation pathologique apparaisse. Ce sera du harcèlement ou ce sera une autre forme. Donc il faut vraiment qu'on prenne le temps de réfléchir à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a en amont, pourquoi ça apparaît à ce moment-là, pourquoi ça apparaît là, quel est le contexte dans lequel ça apparaît, quel est le contexte qui permet que ça se développe et que ça s'entretienne. Si on prend une approche psychopathologique, on va envisager le harcèlement comme étant le fait d'une personne, d'un sujet qui présente une organisation de personnalité particulière, psychopathique, sociopathique, pervers, etc. Alors évidemment, on a des situations où ce sont des personnalités pathologiques qui usent de ce moyen de relation pour tirer bénéfice ou même éventuellement pour tirer un certain plaisir ou un certain avantage sur l'autre. Pour autant, à mon avis, c'est loin d'être la grande majorité. La majorité des situations de harcèlement est davantage intéressante à envisager du point de vue psychosocial. C'est-à-dire que le harcèlement, dans ce cadre-là, est une modalité de fonctionnement d'un groupe qui est dans une situation de souffrance. Il y a une très bonne vidéo qu'on pourra peut-être mettre d'ailleurs dans les commentaires, une vidéo du professeur Henri Laborie qui montre, à partir d'expériences effectuées avec des rats, que des rats qui sont dans des situations de stress, à partir du moment où ils ont la possibilité de s'affronter, présentent moins de signes de souffrance. Donc, on peut considérer que, et moi je l'ai vu de nombreuses fois, lorsqu'un groupe est en situation de souffrance, une souffrance particulière qu'on détaillera peut-être après, s'il y a la possibilité d'un exutoire violent, ça apaise momentanément, et de manière quand même toxique, il y aura toujours un coup, il y aura toujours une souffrance, mais ça apaise la tension au sein du groupe. Pourquoi ? Parce que le groupe souffre de ne pas comprendre quelle est la source de sa souffrance, de son stress, et quelle est la modalité pour en sortir. Donc, à la place d'agir sur la véritable source, il se maintient dans l'illusion qu'en agissant sur un élément du groupe, et en détruisant, alors faut le détruire, mais lentement, il faut pas le détruire d'un coup, parce qu'une fois qu'on l'aura complètement détruit, il va falloir le remplacer. Oui. Et c'est pour ça que dans le groupe, il y a toujours des témoins qui restent silencieux, et leur silence valide implicitement le harcèlement qui est en train de se mettre en place et de se développer. Parce que malgré tout, plus ou moins consciemment, ils se disent tant que c'est l'autre qui prend, c'est pas moi. Et il y a un moment donné où l'autre va disparaître, d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, il faudra quelqu'un d'autre un autre membre du groupe pour endosser peut-être ce rôle de victime dans la situation de harcèlement. Tout à l'heure, tu parlais du développement. Justement, c'est quoi les conditions de développement de cette situation-là ? Comment on en arrive là ? Alors, tu en as un peu parlé il y a quelques instants là, mais comment est-ce qu'on peut, quel est le terreau favorable à ce genre de situation ? Alors, il y a plusieurs caractéristiques qui peuvent se conjuguer. La première, qui est absolument fondamentale, que je retrouve à chaque fois, c'est qu'il y a une absence ou un manque d'autorité. Okay. L'autorité dans un groupe, ça doit s'exercer, ça doit s'appuyer sur le droit. Il faut qu'il y ait une légitimité à exercer une autorité. Et l'autorité, ça va de pair avec le pouvoir et avec la responsabilité. J'ai une autorité sur mes collaborateurs, je peux agir sur mes collaborateurs, j'ai des leviers, je peux sanctionner positivement et négativement, et en même temps, je suis responsable des décisions que je vais prendre. Il va falloir que j'assume. Si cet exercice de l'autorité ne produit pas suffisamment d'effet sur le groupe, si le chef est trop absent, si le chef est impuissant parce qu'il y a un ensemble de contraintes, etc., et si le groupe est dans une situation de souffrance, il y a une autre organisation qui va s'installer et qui va se développer. Et cette organisation va être appuyée sur la capacité de pouvoir de la personne qui a le plus gros pouvoir de nuisance. Okay. C'est typiquement les organisations de type gang, de type organisation autour d'un caïd, d'organisation autour d'une personne qui peut exercer une influence négative sur les autres. Et on va trouver ça dans l'entreprise, mais à des échelles beaucoup plus importantes, dans des groupes beaucoup plus importants. Donc d'abord, il y a cette question il faut interroger la question de l'absence ou du manque d'autorité. Est-ce que l'autorité est véritablement perçue sur le terrain ? Est-ce qu'elle produit un effet ? Si elle en produit pas, c'est celui ou celle, je le dis de manière un peu vulgaire, qui a le plus gros pouvoir d'emmerdement, qui a le plus d'effet sur le groupe. Et il n'a pas intérêt à le perdre, ce pouvoir-là. Autre configuration qu'on retrouve souvent, c'est lorsqu'il est impossible d'identifier les sources de souffrance. Le groupe est en souffrance parce que une équipe par exemple, je pense à une situation que j'avais vécue, que j'avais traitée, une équipe soignante est en souffrance parce que elles sont dans l'équipe, les soignants, essentiellement des soignantes d'ailleurs, sont confrontés à des deuils compliqués, à des personnes qui décèdent jeunes, etc.
et la souffrance circule entre elles. C'est-à-dire qu'elles communiquent beaucoup entre elles, elles se soutiennent, elles écoutent la souffrance des unes des autres, mais cette souffrance finit par être un lien entre elles. Et dans cette situation-là, le management n'a pas d'efficacité. On revient au premier point, il n'y a pas la possibilité d'exercer une autorité sur cette circulation de souffrance-là. Donc ça fait un groupe qui est très fort, avec une identité très forte, mais qui est basé sur quelque chose de toxique. Et elles ne sont pas en mesure de saisir que c'est la toxicité de cette souffrance-là qui donne la cohésion au groupe. C'est-à-dire qu'elle n'est pas exprimée, cette souffrance? Elle est exprimée contre elle, mais régulée? Elle n'est pas élaborée, elle n'est pas régulée, et le rôle du psy à ce moment-là, c'est de la faire sortir. Okay. Mais pour la faire sortir, il faut que le psy vienne dans le groupe, et pour que le psy vienne dans le groupe, il faut que l'autorité du manager s'impose. Et c'est là que ça bloquait. Okay. Autre situation qu'on peut trouver, c'est associé à la seconde que je viens de citer, c'est l'impossibilité à se soustraire, ne pas pouvoir quitter la situation de souffrance. On l'a eu beaucoup pendant le Covid, avec tous les soignants qui ne voulaient pas se faire éventuellement vacciner, qui étaient contre certains actes médicaux qu'on leur demandait de faire sur des patients, mais qui n'avaient pas la possibilité de partir. Ils ont une famille à nourrir, ils ont un emprunt pour la maison, etc. Donc d'un côté, ils subissent quelque chose, ça génère un conflit de valeurs, mais ils peuvent pas quitter non plus parce que il y a quand même une contingence qu'il faut assumer. Et puis le dernier point qui est très important et qui à mon avis est vraiment dépendant de notre culture, c'est l'impossibilité à vivre le conflit. Dans notre société française, le conflit a été trop montré du doigt, non? Montré du doigt comme quelque chose qui est nécessairement violent. De moche. Ouais. C'est nécessairement moche, il faudrait qu'on arrive à se parler sans être en conflit. À mon avis, on n'y arrive pas. Et d'expérience, ce que je vois, c'est que si je peux pas dire que je suis en conflit avec quelqu'un avec qui je travaille sur des sujets qui sont précis, et il y a un moment donné où c'est plus la façon dont l'autre fait son travail qui me pose une difficulté, mais c'est l'autre. C'est l'autre, ouais. Il n'y a pas de discussion en fait sur le travail. C'est la question de la discussion, quoi. Et voilà, c'est ça. Si on peut pas discuter du travail, je vais discuter de l'autre en ce qu'il est quelque chose qui me pose un problème. Oui. Et c'est là où du coup le conflit va glisser vers un autre mouvement, une autre démarche qui va être du harcèlement. Plutôt que de résoudre le problème que je vis au travail avec l'autre, je vais chercher à détruire l'autre. Comme ça, je détruis le problème aussi en fait. Oui, c'est comme une forme de violence, mais qui est un petit peu tue quoi finalement. Qui est insidieuse. Moi, ce que j'entends de ce que tu décris, c'est quelque chose qui se propage, mais qui est parfois un peu silencieux aussi. Oui, parce que le harcèlement, c'est pas forcément actif. Oui. Je peux avoir des comportements qui sont de l'ordre du harcèlement en étant au contraire dans l'absence de comportement. Je dis bonjour à tout le monde, sauf à toi, par exemple. Oui. Oui. Et toi, tu vas pas oser le dire, parce que tu vas dire, dis donc, Laurent, tu dis bonjour à tout le monde sauf moi, tout le monde nous regarde. Donc, mais tu vas quand même te dire, tiens, avant il me disait bonjour, maintenant il me dit plus bonjour. Et c'est hyper violent. Et finalement, c'est violent. Enfin, moi, je suis pas violent. Mais ce que toi, tu vivrais en fait, c'est quelque chose qui est violent. C'est hyper violent, oui. Voilà. Et moi, je peux toujours dire, attends, on va quand même pas m'engueuler parce que j'ai oublié de dire bonjour à Marie-Claire. C'est bon, Marie-Claire, c'est pas le centre du monde non plus. Bien sûr. Alors justement, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on est victime? Et pourquoi c'est si dur de le reconnaître? Je l'entends souvent, ça. C'est très dur de le reconnaître parce que il y a quelque chose qui a pas de sens. Quand on cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'on subit quelque chose que les autres ne subissent pas, le harcèlement en particulier, c'est très souvent compliqué de trouver des éléments qui le justifient. On va chercher d'abord. D'abord, je vis quelque chose, je suis victime d'un comportement qui a changé de mon manager. Et je me dis, je comprends pas pourquoi son comportement a changé. Je regarde le comportement qu'il a avec les autres. Je constate qu'il a pas changé avec les autres. Je vais demander aux autres, dire, mais t'as vu, il me parle pas de la même manière qu'avant, ou je trouve qu'il est vachement plus exigeant, ou que il me coupe la parole, il le faisait pas avant, il respecte pas avec moi les règles qu'il prône comme étant des règles de bonne conduite tous ensemble dans nos réunions. Et les autres vont généralement dire, t'exagères, ou peut-être que c'est passager, ou t'es peut-être un petit peu soupe au lait. En fait, ils vont neutraliser mon ressenti, voire même ils vont venir me dire, non, ça vient peut-être plus de toi. Donc, je suis pas confirmé dans ce que je ressens par les autres. Donc, à un moment, j'avance dans mon ressenti. Ça prend des semaines ou des mois. Et je finis par me dire, globalement, je comprends pas pourquoi ça me tombe dessus. Je vois pas ce qui l'a déclenché. Les autres semblent dire autour de moi que ou c'est normal, ou c'est moi
qui dysfonctionne. Donc je vais chercher qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je peux corriger. Donc je vais essayer de changer d'attitude, de comportement, de satisfaire davantage mon manager, et ça ne changera rien. Et je me retrouve dans une impasse. Mais arrivé dans l'impasse, j'ai déjà dépensé énormément d'énergie. Et le harcèlement fonctionnant, puisque ça produit un effet sur le groupe, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, ni que le groupe l'arrête, ni que le harceleur l'arrête. Mais je suis pas en capacité de comprendre parce que je mets en place à ce moment-là un déni qui est très fort. Je minimise quoi? Je minimise parce que ou c'est du déni parce que alors oui, je peux minimiser en disant bon c'est peut-être pas si grave ou ça va pas durer. En ce moment c'est tendu, les chiffres sont compliqués donc j'accepte que mon manager momentanément soit dans un rapport avec moi qui ne me convient pas. Je lui trouve des excuses. Et à ce moment-là, je commence à rentrer dans quelque chose que l'on retrouve dans le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que d'un côté, je me plains de mon manager parce qu'il me fait souffrir, et de l'autre côté, je trouve des excuses. Pourquoi je trouve des excuses? Parce que si je trouve pas d'excuses, c'est un salopard. Oui, et ça, c'est dur. Et c'est super dur parce que premier effet, c'est un salopard. Deuxième effet, tous les autres autour cautionnent le salopard. Oui. Et alors là, je pourrais pas tout seul avoir raison. C'est comme une stratégie de défense, en fait, qu'on met en place. C'est une stratégie de défense. Pour lutter contre l'impensable le plus dur, quoi. Exactement. C'est trop difficile d'envisager que ce soit... C'est trop difficile que ça me tombe dessus sans qu'il y ait d'explication. Parce que ça aussi, c'est une menace particulière. Au moins, si je me dis, peut-être que ma façon de m'habiller, de me comporter ne lui convient pas, ça veut dire que je suis en partie responsable. Donc, j'ai une possibilité d'action. Si je suis pas responsable et si je le prends en pleine figure sans qu'il y ait d'explication, je suis dans un état de menace permanent. Et je suis renvoyée à l'impuissance. Ça me renvoie à mon impuissance face à la situation. Voilà. Et à mon impossibilité d'agir. Exactement. Et alors, du coup, je suis un peu embêtée avec cette question, mais j'ai quand même envie de la poser. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une typologie du harcelé? C'est un peu dur comme question, mais allons jusqu'au bout, quoi. Si je reviens sur la définition sur l'étymologie où le harcèlement c'est éroder une surface de façon à ce qu'il n'y ait rien qui dépasse, on peut dire que c'est ramener tout le monde en rang et il n'y a pas une tête qui dépasse. Et du coup le harcelé a un ou plusieurs critères qui sont significativement différenciants du groupe. Mais ces critères ils sont pas forcément visibles tout de suite en fait. Ils sont très subjectifs. Ils sont très subjectifs. Alors parfois c'est assez facile parce que c'est la seule femme dans le groupe. Parfois c'est le plus âgé dans le groupe. Parfois c'est celui qui a le plus de diplômes. Parfois c'est celui qui vient d'un autre milieu social ou Mais parfois en fait non, c'est pas évident du tout. Et comme c'est pas forcément conscient dans l'esprit du harceleur non plus cette différence, c'est un peu compliqué à identifier. Par moments c'est manifeste parce que dans le cas du harcèlement sexuel, quand c'est une femme dans une équipe d'hommes, on a vite compris que c'était quand même son caractère féminin qui faisait qu'elle était différenciée du reste du groupe. Est-ce qu'il y a à l'inverse une typologie des harceleurs? Alors, j'avais dit au début qu'on pouvait avoir du harcèlement qui était associé à des personnalités qui sont structurées de manière pathologique. Et on a du harcèlement qui est simplement une tentative collective maladroite et désastreuse de traverser une situation psychosociale difficile et peut-être sans issue. Je prends le premier cas. Donc oui, il y a des personnalités qui sont plus à même de produire du harcèlement, donc des psychopathes, les sociopathes et les pervers. Parce que dans le harcèlement, je ramène l'autre à l'état d'objet. Et en tant qu'objet, donc il y a une dualité, il y a sujet et objet. Sujet, c'est celui qui a... Le sujet a une pensée, a une âme, et est un semblable, il est unique, il est sacré, etc. Avec des émotions. L'objet, c'est l'objet du désir, mais c'est quelque chose qui n'est pas ça n'est pas un comme moi. Voilà. Donc, je ramène l'autre les personnes qui ont ces profils psychopathiques ramènent l'autre à l'état d'objet, et du coup, cet objet n'est justifié que dans sa capacité à leur apporter une satisfaction, du plaisir éventuellement, ou juste la satisfaction d'être le dépositaire de toute leur agressivité, de toute leur méchanceté. Si je viens maintenant dans la deuxième définition où le harcèlement est une dynamique psychosociale, non, il n'y a pas de caractéristiques au harceleur. Dans le cadre de formation qu'on a réalisé de nombreuses fois avec mon ancien collègue, on mettait les groupes en situation de stress, mais de manière assez neutre entre guillemets,
Et souvent, on voyait, lorsque le groupe est arrivé à un certain niveau de stress, où justement, il ne peut pas vivre le conflit, il comprend pas la source de stress qu'il subit, il n'en comprend pas les contours ni la finalité. Il arrivait qu'il y ait deux pôles, donc deux personnes qui sortent du groupe et qui soient investies par le groupe. Un pôle, je parle de pôle pour prendre l'exemple, enfin pour prendre la métaphore d'une batterie, un pôle positif et un pôle négatif, et l'énergie, la tension du groupe se décharge entre les deux pôles. Le pôle positif étant le harceleur du pôle négatif. Mais l'un et l'autre étant absolument pas conscients du phénomène, le reste du groupe non plus, et sans qu'il y ait véritablement d'éléments tangibles à expliquer pourquoi un tel est harceleur et pourquoi un tel est harcelé. Donc on a bien vu sur des exercices que c'était effectivement une modalité qui pouvait s'imposer au groupe de tentative de régulation de la tension. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de profil, moi j'ai pas trouvé de profil particulier à accoler à la fonction de harceleur. Et ça rend les choses d'autant plus difficiles. Eh oui. Ça peut être monsieur tout le monde. Et oui, et puis surtout, ça peut être du harcèlement qui vient d'un N-1 vers un N+1. Alors moi, j'aime bien interroger les facteurs organisationnels. Ceux qui m'écoutent régulièrement ont l'habitude, donc j'y vais. Justement, quels sont les éléments organisationnels ou relationnels qui peuvent favoriser l'émergence de ces comportements-là? Dans la vie d'une entreprise, il y a plein de moments qui sont des moments propices à l'insécurité et à l'incertitude et à l'instabilité. Donc tous ces moments-là sont des moments dans lesquels il y a un certain stress, mais qui est partout dans l'entreprise, qui est inhérent à cette étape de vie de l'entreprise, donc qu'on a tendance à considérer comme normal. Et puisque c'est normal, on n'interroge pas les spécificités de ce stress-là et la façon dont les équipes vont vivre ce stress-là. Pour prendre un exemple de ce que je viens de dire, on a traversé quand même des années particulières avec le Covid, personne n'a soldé ça. On a tous été en stress bien particulier, chronique, pendant ces périodes-là. Personne, à ma connaissance, n'a dit, bon, les copains, on va se poser au service RH, et puis on va se dire, bon, quel est le niveau de fatigue des collaborateurs? Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des solutions pour absorber cette fatigue et revenir à une situation normale? Ça n'a pas eu lieu parce que cette période-là était normale au sens où tout le monde la traversait. Mais elle n'était pas normale au sens au sens historique, c'est jamais arrivé une situation comme celle-là. Donc les moments de transformation, les moments d'incertitude, les moments d'insécurité, les moments de fusion, d'acquisition, de réorganisation, tout ça sont des moments qui sont propices au développement d'une situation de souffrance qui peut se réaliser sous la forme d'un harcèlement. Ce qu'on va aussi souvent en trouver, ce sont des situations dans lesquelles les contours des fonctions des uns et des autres sont pas précises. Et du coup, les contours de l'équipe, les modalités de régulation de la vie de l'équipe, les modalités de sanctions positives ou négatives, les modalités d'organisation du travail, les modalités de reconnaissance, les modalités de justice ou d'injustice, quand tout ça est fébrile ou pas suffisamment efficient, c'est-à-dire pas suffisamment expérimenté sur le terrain, c'est le terrain propice pour le développement d'une situation de harcèlement. Tout à l'heure, ça m'a fait penser ce que tu disais au début de notre échange. Je pensais au phénomène de groupe. Est-ce que le harcèlement, des fois, c'est un phénomène de groupe? Qu'est-ce qu'elle dit, la psycho, là-dessus? C'est toujours un phénomène de groupe. Ah, c'est toujours un phénomène de groupe. C'est ce que m'a semblé comprendre dans ce que tu disais. Si on met deux personnes sur une île déserte, elles vont pas se harceler. Elles vont se mettre sur la figure. Mais elles vont pas se harceler parce qu'il y a personne pour... En fait, le harcèlement... Eh oui. Même si le harcèlement au sein d'une équipe n'a pas lieu en présence de l'équipe, tout le monde sait que ça a lieu. Oh, c'est terrible, ça. Et personne ne fait en sorte que ça s'arrête. Donc ça maintient... Mais pourquoi personne ne fait en sorte que ça s'arrête? D'abord parce qu'il y a rarement un échange collectif autour de ce qui se passe. Chacun individuellement se dit waouh, c'est chaud là la façon dont il est en train de lui parler ou c'est ça, c'est exactement ça les gens. Ça fait c'est ça. Ça fait 3 fois que Sylvie elle sort des toilettes en pleurant et puis tout le monde se le dit individuellement et personne ne dit les copains juste on a tous vu Sylvie, on en parle ou non. Moi je l'ai vu, si les autres pensent que c'est un problème, ils viendront m'en parler. Ben justement et du coup personne n'en parle. C'est vrai qu'ils vont dire c'est chaud. Parce qu'ils disent tout ça, c'est chaud les jeunes. Les moins jeunes. Mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est un problème perso, ça n'a peut-être rien à voir avec le travail. On se trouve aussi nous-mêmes des excuses. Oui, c'est pour ça que on est de plus en plus dans le silence, mais que ce silence le valide de plus en plus, parce que le harceleur, comme le harcelé, disent
Non, mais ils s'en rendent bien compte, les autres. Sans doute. Et ils disent rien. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Implicitement, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Qui ne dit mot consent. Bah oui. Du coup, ça veut dire aussi, et là je fais 2 pas en avant, parce que là on est en train de parler du harcèlement quand il est en train de se développer, après on pourra parler de la façon dont on traite, mais il y a un après. Une fois qu'on l'a traité, qu'est-ce qu'on fait avec l'équipe? Le harcelé, comment est-ce qu'il retourne dans son équipe? Dire, les copains, j'en ai bien chié, hein. Et vous avez rien fait, et on va retravailler ensemble comme si de rien n'était, ou je vais me contenter de vous écouter et me dire, oh là, on est désolé, on savait pas comment réagir. Mais est-ce qu'il peut retourner dans son équipe? Tout dépend qui a été mis en cause, qui a été le harceleur. Si on regarde ce qui se passe dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, le plus souvent, c'est le harcelé qui part et par le harceleur. Et oui. C'est ce que j'ai beaucoup lu. Et souvent, on dit, c'est mieux pour le harcelé d'aller refaire ailleurs. Sauf que, il arrive ailleurs, il arrive jamais complètement vierge. Encore plus à l'époque des réseaux sociaux. Oui. Les élèves qui l'accueillent savent bien qu'il est parti parce qu'il a été harcelé. Ouais. Et le harceleur, lui, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, dans l'entreprise, c'est un peu différent parce que on peut réguler les choses différemment. On a affaire à des adultes, le cadre de droit n'est pas le même, etc. Bon, parfois, on peut se dire aussi, en revanche, le harceleur qui peut avoir une fonction très particulière, ça peut être un coût majeur pour l'entreprise de s'en séparer, voire même un risque. On fait quoi? Comment? Enfin, si c'est le PDG, le harceleur, on fait comment? Est-ce qu'on se dit, bon, on fait un chèque au harcelé, on lui met tout ce qu'il faut pour l'aider à partir, à retrouver du boulot, etc., et puis on n'en parle plus, et on attend, et on réfléchit pour essayer de trouver une solution pour accompagner le PDG? Ou est-ce qu'on se met tous devant le bureau du PDG et on lui dit, monsieur, il va falloir penser à partir? Évidemment que ce sera la première solution qui sera choisie. Et en même temps, faut garder aussi à l'esprit que je vous disais qu'il y avait des personnalités qui étaient plus à même de déclencher et d'entretenir du harcèlement. Les psychopathes sont des gens qui sont très bons pour chercher du pouvoir. Alors quand on parle de psychopathe, parce que c'est un mot qu'on peut vite utiliser s'agissant des gens dans l'entreprise, qu'est-ce que tu mettrais derrière le mot psychopathe? Alors, le psychopathe, c'est une organisation pathologique de la personnalité qui, d'après ce que j'ai lu dernièrement, serait inné, c'est-à-dire qu'on est psychopathe. Et j'avais pas appris ça, mais c'est ce que j'ai appris récemment. Psychopathe, ça vient vraisemblablement, c'est une structure de personnalité qui est liée aussi à une structure du cortex. C'est-à-dire qu'on retrouve des spécificités dans le traitement de l'information au niveau du cortex qu'on a chez les psychopathes, mais qu'on n'a pas chez les gens normaux. Bon, que ce soit inné ou pas, c'est pas la faute de la mère, en tout cas. Pour une fois, c'est pas la faute de la mère. Ce serait un peu rapide de dire ça quand même. Non, c'est pas. Je pense pas que tous les psychopathes soient dangereux, c'est sûr. Ah oui, et ça va pas forcément dire dangerosité. Non, pas forcément. Ok. Je pense qu'il y a plein de dirigeants qui ont des... En fait, on va considérer que c'est un continuum. Il y a un test qui existe qui permet de savoir si on est psychopathe ou pas. Ah bon? Oui. Je dirais pas lequel, parce qu'il y en a qui vont vite aller chercher le test. On va le mettre dans les commentaires. Non, parce qu'il peut être passé que par un psy dans un cadre particulier, donc vous amusez pas à le passer, ce sera pas valide. Okay. Et en plus, il y a certains items qui ont à voir avec votre parcours carcéral, donc si vous n'avez pas eu de parcours carcéral, vous pouvez pas répondre à l'ensemble du test, donc voilà. Mais il est intéressant parce que il permet de poser un continuum, en fait. Et du coup, de dire, oui, il y a des personnalités qui sont peut-être un peu plus proches du psychopathe que d'autres. Et les gens qui sont en situation de diriger, très souvent, ont des profils assez psychopathiques, quoi. Alors, à quoi on reconnaît un psychopathe? Qui dirige ou pas, d'ailleurs, hein. Il y a une soif du pouvoir, il y a une difficulté à véritablement comprendre ce que l'autre ressent, mais une capacité à le faire croire. C'est-à-dire qu'ils sont souvent intelligents, ils arrivent à donner le change et à donner aux autres ce que les autres attendent d'eux. Donc, pour ceux qui sont des tueurs en série ou des meurtriers, assez souvent, leurs proches vous diront que jamais ils se sont attendus à ce qu'ils soient comme ça. Et on en prend un, par exemple, qui est pas un tueur en série, Madoff. Typiquement un psychopathe. Il y a combien de personnes qui ont été séduites par cet homme-là?
Et pour autant, il a tué personne, mais enfin, il en a ruiné des millions. Oui, il y a toujours pas des millions, mais des centaines de milliers. De séduction, quand même. Voilà, il y a une capacité de séduction, de comprendre ce que l'autre attend de soi, de donner à l'autre ce qu'il attend pour pouvoir ensuite l'utiliser. Est-ce que d'après toi, le management est de plus en plus violent? Je pense pas, et Christophe Dejour le dit très bien. Il dit les nouvelles formes d'organisation du travail et de direction des entreprises non seulement n'utilisent pas la violence comme instrument de la domination, mais déploient une activité intense et cohérente de contention de la violence. Les instruments de la domination ne passent donc pas par la violence, mais par la formation de la tolérance à l'injustice et à la souffrance qui prévient la montée de la violence dans le travail. Et moi, je m'en suis rendu compte de ce que je regarde mon parcours. Dans mes premières années, donc à partir de 2004, je formais beaucoup de salariés à la gestion du stress. Et en fait, déjà à ce moment-là, on n'interrogeait pas la cause de stress. On disait juste le problème du stress, c'est que les gens savent pas le gérer. Et on disait pas, peut-être que dans l'organisation, il y a des éléments qui génèrent du stress et qu'il faudrait retirer. Et ça, c'était il y a 20 ans. Et quand je regarde quelles sont les formations qui marchent bien en ce moment, vous avez la communication non violente, qui est une autre façon d'éluder le conflit. Alors, c'est ramener le conflit dans une forme qui soit une forme avec un langage qui se veut apaisé. Voilà. Il ne devrait plus y avoir d'émotions. On parle d'ailleurs de gestion des émotions. Pour moi, c'est un problème. Là. Les émotions, ça ne doit pas rentrer dans le champ lexical de la gestion. La gestion, c'est des tableurs avec des chiffres dedans. Non. L'émotion, c'est une énergie, c'est quelque chose qui est profondément animal en nous, qui est absolument indispensable. Donc ça ne se gère pas. Ça se régule. Ça se réfléchit. Ça se met en mots. Ça se décharge. Donc, moi, je souscris pas mal à ce que dit Christophe Dejour. Je pense pas qu'il y ait plus de violence dans les entreprises. En revanche, on est de plus en plus à même de résister à des situations qui vont devenir chroniques de souffrance, qu'on va essayer de réguler seul, d'ailleurs. Alors, chez son psy, chez son médecin, en allant à la salle de sport, en usant de plus en plus de toxiques aussi. La consommation de toxicomaniaques en France explose, c'est peut-être pas anodin non plus. Du coup, est-ce que tu crois qu'il y a de plus en plus de situations de harcèlement, ou est-ce qu'on en parle de plus en plus? Les deux. Comme pour le burn-out, il y a le harcèlement est aussi un objet social. Comment faire la part des choses entre mon patron qui me demande 4-5 fois de suite des choses que je veux pas entendre et qui finit par s'énerver, et là c'est peut-être l'exercice du management ou de l'autorité, et le harcèlement. Oui. Ça fait 3 fois qu'il me dit Laurent, t'es pas dans les chiffres, t'es pas au rendez-vous, encore une fois un terme qui veut pas dire grand-chose. 3 fois, donc on a plusieurs fois, donc ça a du harcèlement. Et pourquoi c'est du harcèlement? Parce que mon ressenti est un ressenti de souffrance et j'ai le sentiment que mon patron nuit à ma santé physique ou à mon bien-être. Du coup, on a répétition, on a un ressenti négatif, une forme de souffrance qui est très subjective. Donc du coup, c'est du harcèlement. Et ça, c'est pas une situation de harcèlement. Et c'est un peu compliqué parce que le droit définit le harcèlement sur la base du ressenti de la victime. Alors, c'est pour ça qu'il faut que le management s'adapte. J'avais encore cette discussion avec une DRH et un manager ce matin à propos d'une situation compliquée du manager avec un N-1 où, à mon avis, le N-1 va tout faire pour orienter le conflit de façon à justifier un harcèlement. Et le meilleur moyen pour que ça ne glisse pas au harcèlement, c'est de rester sur le thème du conflit. Et du coup, mon conseil était lister tous les points sur lesquels vous êtes en conflit. On disait au début que le harcèlement apparaît lorsque le conflit est pas régulé et encore qu'on l'a pas identifié. Ben justement, là, on va l'identifier. Et on va le prendre point par point. Du coup, quand on aura résolu tous les points sur lesquels on est en conflit, il ne devrait plus y avoir de difficultés. Donc là, c'est un acte managérial. C'est quoi la différence que tu fais, même si je la devine, mais je veux bien que tu ailles plus loin, entre le conflit et une situation de harcèlement? Le conflit porte sur un élément. Oui. Donc, on est dans une relation de travail. Donc, on peut être en conflit sur le travail tel qu'il est produit, le travail en termes de qualité, en termes de volume. On peut être en conflit sur l'attitude dans le cadre du travail.
Mais c'est dans un cadre particulier et c'est de fonction à fonction. Le harcèlement, ça va être de sujet à sujet. Et c'est pour ça que si jamais je te harcèle pas que dans ta fonction à toi. Je vais t'harceler dans ce que tu es en tant que personne. Je vais pas me mettre de limites. Je vais pouvoir me moquer de la façon dont tu es femme, dont tu es mère, dont tu es sportive, dont tu es, tu vois. Alors que dans le conflit, je vais me limiter au sujet professionnel. Mais en même temps, si on regarde bien, les relations au travail permettent de plus en plus une porosité entre la sphère perso et la sphère professionnelle. Si jamais j'avais, admettons qu'on soit dans une situation où tu es mon manager et que tu as 2 remarques à faire sur la qualité de mon travail lorsque je suis en télétravail. Lorsque je suis en télétravail, je suis chez moi, mais je suis en situation de travail, donc je suis sous ta responsabilité. Tu as un pouvoir sur moi qui s'exerce à mon domicile. Tu vois l'ambiguïté du truc ? Effectivement, ça brouille les repères en tout cas. Et voilà. Et oui. Il y a plus d'étanchéité entre les deux. Oui. Donc si tu me dis que c'est le foutoir sur mon espace de travail parce qu'avec la webcam tu vois mon bureau. Mais c'est chez moi. Ben oui. Donc moi je vais comprendre je vais l'entendre comme simplement une critique de mon manager ou je vais le comprendre comme étant quelqu'un qui regarde chez moi. Exactement. Bien sûr. Oui, c'est compliqué. Et alors du coup, comment elles doivent faire là, les entreprises, les ressources humaines, les managers, les collaborateurs? Comment est-ce qu'on doit agir face à ces situations-là? Et j'ai une deuxième question. Normalement, on ne pose pas 2 questions dans une question, mais finalement, c'est quoi une vraie situation de harcèlement? 1, donc c'est quoi une vraie situation de harcèlement? Et 2, que doivent faire les acteurs de l'entreprise quand y en a bien qui veut s'en emparer et dire quelque chose? Peut-être que la première chose que doivent faire les entreprises, c'est prendre le temps de s'interroger régulièrement sur la qualité des relations sociales en leur sein et la qualité de leur organisation. Malheureusement, c'est un coût et puis ils n'en voient pas le bénéfice. C'est-à-dire que c'est essentiellement perçu comme une ligne de coût. Bon. Et c'est jamais l'urgence en plus. Il y a toujours bien d'autres choses à traiter avant. Quoi qu'il en soit, si jamais il y a des situations qui sont amenées à se dégrader, il est fondamental à ce moment-là de vraiment faire une enquête en profondeur. Parce que si on a un harcèlement dans une équipe, il y en a peut-être d'autres qui sont en cours dans d'autres équipes. Si on a un burn-out dont on parlait la dernière fois dans une équipe, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui est déstabilisé. Est-ce qu'il peut y avoir un effet de contagion comme pour le burn-out sur le sujet du harcèlement? Est-ce que tu l'as déjà observé ça dans les interventions, les consultations que tu fais? Ça peut arriver parce que dans un groupe en situation de souffrance, le harcèlement est une modalité de régulation parmi d'autres. Donc il est tout à fait possible qu'elle réapparaisse dans des groupes qui sont à côté ou qu'elle réapparaisse plusieurs fois dans le même groupe. Okay. Même si le groupe s'est séparé des 2 personnes qui étaient impliquées, donc le harceleur et l'harcelé. Et puis en plus, on a toutes les situations. Là, depuis le début, je parle de situations de harcèlement où j'ai que 2 personnes. Mais quand c'est un groupe qui harcèle, il y a d'autant plus de chances que ça se reproduise. Si le harcèlement a été suffisamment efficace pour réguler temporairement la tension, naturellement, ce sera une proposition qui sera choisie de manière privilégiée pour résoudre la situation de tension. Par une forme de fainéantise inconsciente, en fait. Je vais réutiliser la stratégie qui a suffisamment marché. Ok, et du coup, pour agir, observer, être vigilant sur la qualité des relations, du dialogue social. Enfin, le dialogue social, c'est au-delà de ça, c'est pas au sens discussion avec nos élus, mais c'est de regarder le climat, quoi. Oui, regarder le climat. À mon avis, il faut quand même reprendre le temps de travailler, de se re-questionner sur la capacité de l'entreprise à poser des limites, et en particulier à poser des limites entre ce qui est de l'ordre du personnel et ce qui est de l'ordre du professionnel. Et on est dans une ambiguïté qui, peut-être qu'on est arrivé à une forme de point de bascule. Je sais pas trop, mais on est peut-être arrivé à une forme de point de bascule dans cette ambivalence ou dans cette ambiguïté-là, parce que de plus en plus, et c'est peut-être davantage la jeune génération d'ailleurs, de plus en plus les gens demandent à ce qu'il y ait une séparation claire et précise. Alors c'est assez ambigu. C'est les mêmes qui demandent une séparation claire et précise, mais qui demandent du télétravail en même temps. Qui l'antichambre de la séparation, pour le coup, oui, qui mélange tout. Exactement. Ça mélange tout. Donc
Je pense qu'il faut réinterroger à chaque fois, enfin en tout cas moi je fais ça à chaque fois, je réinterroge ce triptyque autorité, pouvoir, responsabilité. Et si le management n'a pas le pouvoir d'agir pour pouvoir assumer les responsabilités qui lui sont données, là déjà il y a quelque chose qui pose problème et il y a de grandes chances qu'on trouve des comportements déviants, dont le harcèlement ferait partie. Et dans ce cas-là, c'est quoi ta mission, toi, quand tu interviens dans les sociétés? Enfin, en fait, les gens qui t'alertent, comment est-ce que tu interviens? Et à la fin, on rebouclera sur c'est quoi une vraie situation de harcèlement. Alors, l'alerte vient toujours par un signalement. Le signalement qui est fait au CSE ou à la direction des ressources humaines. L'entreprise peut diligenter une enquête en interne ou elle peut faire appel à un expert extérieur. Souvent, le profil de l'expert, ça va être ou une ressource juridique, un avocat en droit du travail, ou un psy. Parfois, malheureusement, ce sont des gens qui sont ni l'un ni l'autre, et qui, sur la base d'une compétence en coaching ou d'une expérience en entreprise, se sentent légitimes pour produire ce type d'enquête. Malheureusement, c'est hautement risqué, parce qu'il y a toujours la possibilité de tomber sur un profil ou sur une histoire complexe, et dans lequel il faut avoir quand même une assise en psychopathologie, en psychologie sociale, ou sur d'autres thèmes comme cela, pour pouvoir vraiment saisir les contours et agir sainement. C'est pas le cas du coup des avocats, parce que t'as quand même plusieurs typologies de métiers qui interviennent sur ce genre de situation. Effectivement, il y a les avocats et de plus en plus effectivement de cabinets qui s'occupent de la prévention de RPS. Ouais. Et du coup, c'est bien qu'il y a une dimension très psycho. Oui. Qu'un avocat enquêteur dont il peut pas se saisir. Non. C'est vrai, moi j'aime beaucoup travailler avec les avocats dans ce cadre-là, pour pouvoir produire une enquête vraiment poussée profondément et faire en sorte que l'avocat relise le fond et la forme, de façon à ce que d'un point de vue juridique, ce soit très solide. Quand on commence l'enquête, on ne sait pas à quoi on va aboutir, et le compte-rendu, on ne sait pas vraiment ce qui va en être fait. Mais il est possible, s'il y a véritablement harcèlement, que ce soit une pièce maîtresse du dossier qui sera présentée au juge. Donc il faut que ce soit solide. Et pour être sûr que ce soit solide, pour moi, chacun reste dans sa spécialité. Moi, je fais mon enquête psy, et l'avocat reprend ensuite, on rediscute ensuite des termes qui... Bosser ensemble. Voilà, on bosse ensemble. Chacun a des stades et a des moments différents. Exactement. Et c'est beaucoup plus confortable comme ça, et beaucoup plus sécure. Donc il y a une alerte. Il y a une alerte. Ouais. Ensuite, du coup, l'ARH, la direction des ressources humaines s'en saisit. La première chose que je dis quand on me contacte pour conduire une enquête harcèlement, c'est dire, alors attention, parce qu'en fait, cette enquête-là, quand on va la déclencher, elle va elle-même produire des effets. C'est très compliqué de garantir que personne ne soit au courant qu'il y a une enquête pour harcèlement. Et dès que les gens savent qu'il y a une enquête, évidemment, ce qui arrive tout de suite, c'est qui serait harceleur, qui serait harcelé. Et les gens fantasment plein de choses. Alors, si l'enquête aboutit au fait qu'il n'y a pas de harcèlement, ça m'est arrivé plusieurs fois. M'est arrivé une fois où, en particulier, le harceleur avait été mis dans une autre équipe, c'était le manager. Le présumé harceleur avait été mis dans une autre équipe, ça a duré 4 mois. Et il n'y avait pas de harcèlement. Et la victime est revenue sur sa plainte pour harcèlement. Et le harceleur, du coup, arrive en disant, maintenant et moi. Et oui. Et ça peut être quoi, les situations quand il n'y a pas de harcèlement? Ça peut être quoi, alors, en fait, qu'est-ce qui a pu se passer, finalement? Ça peut être un conflit qui a été mal régulé, ça peut être une personne qui se plaint d'une situation et il s'est dit que ça passait, entre guillemets, s'il le justifiait comme étant du harcèlement, puis en fait, finalement, ça passe pas. Ils tentent ou ils sont persuadés que c'est ça, que c'est du harcèlement? En fait, la définition du harcèlement pour le commun est tellement ambiguë. Bon, de toute façon, la définition d'un point de vue juridique, elle est déjà pas très claire, pas simple, mais elle est tellement ambiguë, elle est tellement subjective et les gens sont tellement prompts à venir vous dire « Mais oui, t'as raison, c'est du harcèlement ». Que vous vous sentez engagé, et puis vous y allez. J'avais le cas d'une personne qui avait signalé une situation de harcèlement sexuel. J'ai pas pu statuer sur un harcèlement sexuel. En revanche, j'ai quand même reconnu qu'il y avait un outrage à caractère sexuel. Donc sa souffrance était légitime, mais pour autant, on n'arrivait pas à dire que effectivement c'était une situation de harcèlement. Et je reste convaincu qu'on peut toujours pas dire que c'est une situation de harcèlement. Donc, il y a cet objet social-là qui fait que c'est toujours mieux de dire qu'on est harcelé par son manager plutôt que de dire qu'on n'arrive pas à satisfaire les attentes de notre manager. Oui, parce que souvent, il y a des attentes managériales, en fait. Enfin, parfois. Oui. Parfois, c'est simplement l'expression de, j'attends de toi que tu fasses ton travail et je te le redirai
autant de fois que c'est nécessaire. Voilà, et c'est là où il faut passer sur le champ du conflit en disant, voilà, ce sur quoi je pense que le travail que tu produis n'est pas conforme à ce que ta fiche de poste décrit. En sachant ensuite que si tu n'arrives pas à atteindre l'objectif qui t'est demandé en termes de qualité ou de quantité, comment est-ce qu'on peut t'aider pour l'atteindre? Parce qu'il faut aussi garder à l'esprit que l'entreprise doit mettre à disposition les moyens et les ressources pour que chaque salarié fasse le travail qui lui est demandé. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours revenir au conflit. Sinon, on glisse dans une zone d'ambiguïté. Et en plus de ça, dans cette zone d'ambiguïté, le temps passe et ça fait monter l'agacement des deux côtés. Bien sûr. Du coup, la sensibilité aux propos de l'un et de l'autre. Et alors toi, qu'est-ce que tu vas mobiliser comme technique pour quand tu interviens dans une entreprise qui est concernée par une situation présumée de harcèlement? Qu'est-ce que tu vas mobiliser comme technique ou comme approche pour pouvoir mener ton enquête? Alors j'ai l'avantage d'avoir une expérience clinique assez longue qui me permet d'utiliser toute cette expérience et les connaissances que j'ai acquis dans ma formation initiale et dans mes années de pratique en psychologie clinique, donc en capacité à identifier ou à interroger chez l'autre des éléments qui ont une charge ou une portée ou une valeur symbolique que les autres ne verraient pas ou que les autres n'iraient pas explorer. Tu peux nous donner un exemple qu'on comprenne bien? Si c'est pas trop... ça demande pas trop de technique. Ouais, bien. Alors, un exemple, l'exemple d'une femme justement pour qui l'intensité de ce qu'elle avait vécu était pas tant liée à ce qui se passait au boulot, mais était liée à ce qui se passait dans la sphère privée, dans la sphère personnelle. C'est-à-dire que ce qu'elle avait vécu ou ce qu'elle en avait dit dans le cadre familial avait une portée très particulière qui, pour moi, en tant qu'homme français, entre guillemets, occidental, donc c'est pas dans ma culture, mais justement, comme c'était pas dans ma culture, j'avais pas forcément envisagé. Mais je me suis autorisé, sur la base de ce que j'observais comme signe chez cette personne-là, quand elle me parlait de la façon dont elle le vivait, je me suis autorisé à aller explorer dans des domaines qui étaient des domaines extérieurs à la sphère professionnelle, donc dans le champ personnel, pour me rendre compte que ça avait une dimension symbolique particulièrement significative pour elle. Mais c'est ce qui est propre à sa subjectivité aussi. Oui. Donc voilà, il y a ces premiers aspects. La deuxième, je vais utiliser d'autres bases théoriques. Je vais aborder la question. Je vais m'interroger sur le plan systémique. Je vais m'interroger sur le plan en utilisant des principes d'analyse transactionnelle. Je vais utiliser évidemment tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait en psychologie sociale, pour porter autant d'éclairages différents sur une même situation, pour voir quel est l'éclairage qui donne le plus de sens, le plus de cohérence, et essayer de présenter du coup une lecture de la situation ou plusieurs lectures de la situation qui expliquent le mieux possible ce qui est en train de se passer. Ensuite, de toute façon, le harcèlement, ça reste quand même la conjugaison d'un phénomène répétitif qui a pour effet, et pas forcément pour objet, pas forcément pour but, la dégradation ou la destruction du sujet dans sa dimension psychique, physique, sociale, dans sa réussite professionnelle et tous ces points-là. Mais le plus important pour moi, c'est de comprendre les conditions d'apparition et de développement. Parce que même si c'est pas du harcèlement, il va quand même falloir en faire quelque chose. Et si c'est du harcèlement, il va falloir le traiter, ok, donc là le dossier passe dans le champ juridique, mais il va quand même falloir traiter autour de ce qui s'est passé. Ok, eh bien on s'achemine vers la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Tu t'en souviens peut-être, la promesse de ce podcast, c'est de repenser l'entreprise. Et si tu devais nous donner le premier petit pas pour toi et pour les autres, pour mieux vivre et mieux travailler en entreprise, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour conclure ce chouette épisode? Dans le boulot, on n'est pas là pour s'aimer, on est là pour travailler ensemble. Ok, ça c'est pragmatique, c'est chouette. Et donc, dit celui qui travaille avec sa femme. Ne vous aimez pas, travaillez. Ben non, mais ça remet les choses à leur juste place. J'ai pas à être aimé par mes collaborateurs, j'ai pas à être aimé par mes collègues. Okay. Je dois juste leur travailler avec eux conformément à ce que le droit exige et à ce que le bon sens indique. C'est-à-dire que évidemment, je dois pas nuire ni à mes collègues ni à la société, mais je dois pas chercher à être aimé, je dois pas chercher à séduire.
Oui, donc toi tu dis il faut remettre les frontières là où elles doivent être, éviter cette confusion entre perso, pro, affection, travail, des fois plein de choses qui sont confusantes et on sait plus trop où on en est quand on est manager, quand on est collègue. Il y a un temps, il y a un moment pour tout, quoi. Il y a quelque chose qui sonne faux quand on commence à rentrer en relation avec quelqu'un sur la base d'un contrat, et qu'ensuite on poursuit cette relation où on la maintient malgré le contrat, parce qu'on a une relation qui est affective. Je dis pas aux gens il faut que vous ayez aucun affect les uns avec les autres. Je dis juste en particulier aux managers, ça n'est pas votre rôle, vous n'êtes pas dans une bonne posture si vous cherchez à vous faire aimer. Moi, j'ai toujours dit ça à mes équipes. Il vaut mieux être estimé qu'être aimé. Oui. C'est pas la même chose. Et l'estime vient avec l'autorité. Ouais. Bien sûr. On peut très bien avoir un bon manager ou une bonne équipe, des bons collaborateurs, sans avoir aucun atome crochu et sans avoir aucune relation affective avec eux. Mais je pense qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui met en place les conditions propices à du travail de qualité, qui sécurise, qui aide à grandir, à se développer, mais pas quelqu'un qui dit t'es merveilleux, t'es vraiment le meilleur collaborateur que j'ai jamais eu, ou le gendre parfait, etc. Enfin non, on n'est pas du tout dans ce champ-là. Faut que ça reste vraiment à sa place, faut que ça reste professionnel. On est sur une relation contractuelle avec des droits et des devoirs et basta. C'est exactement ça, c'est que contractuel. Ça marche, ce sera le mot de la fin. Merci Laurent. Merci Marie-Claire. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous sur ma page LinkedIn ou sur le compte Instagram de Psyboulot si vous souhaitez échanger, me suggérer des invités et même venir témoigner à mon micro. À très vite sur Psyboulot.